Bonjour et bienvenue dans les petites bulles du chaudron, vous savez, celles qui font bloop et plop à la surface. Vous pouvez vous retrouver soit avec un geste vulgaire, ou avec un prince charmant en fonction de la potion qui mijote. C'est notre format court où on vous parle de notre dernière lecture commune, où on vous donne notre avis sans filtre. Cette petite bulle qui explose va porter cette fois-ci sur The Familiar, le familier de Lee Bardugo, paru en VO le 9 avril 2024, et en VF le 10 octobre 2024 chez Sabran, qui est le label Mythes, Contes et légendes des éditions de Saxus, auquel nous ne comprenons plus rien. Entre deux Saxus, DS, Sabran, Saxo, pitié, mettez de l'ordre, ma Virgo Energy est en PLS. C'est pas très bien rangé tout ça. En toute honnêteté, on comprend pas pourquoi The Familiar est entré sous ce label. Et du coup, on va vous faire le pitch du livre. Au XVIe siècle, à Madrid, Lucia Cotado utilise sa magie pour venir à bout de ses corvées de fille de cuisine. Quand la maîtresse de maison découvre ses pouvoirs, elle y voit un moyen de redorer son image à la cour. Elle attire alors l'attention d'Antonio Pérez, premier secrétaire du roi. Ce dernier est prêt à tout pour offrir un avantage stratégique au souverain, encore sous le choc de sa défaite contre la reine Élisabeth d'Angleterre. Lucia plonge alors dans un monde d'hommes d'église et d'escrocs aux côtés de Saint-Andrel, un être immortel à la sinistre réputation qui l'aide à parfaire sa magie. Terrifiée à l'idée que ses origines juives soient révélées à l'Inquisition, elle devra utiliser toute sa ruse pour espérer survivre aux intrigues de ce monde. The Familiar est extrêmement riche dans ses thèmes abordés, déjà celui de l'identité juive au XVIe siècle, qui est assez présent, et puis on parle de pouvoir politique, des puissants, et aussi de la mortalité, et évidemment de l'immortalité. Le titre du livre a été fidèlement traduit. Le familier est une référence à la sorcellerie et à son histoire. Un familier est une entité, animal ou esprit, parfois invisible, qui tient compagnie aux sorciers et sorcières et à laquelle on s'adresse pour obtenir des conseils ou obtenir des services magiques. Alors, en quelques mots, vous avez pensé quoi de The Familiar? C'est très simple. Alors moi, je suis une énorme fan de Bardugo, vraiment. Je pense qu'il y a un seul de ces séries ou de ces bouquins que j'ai pas aimé et j'ai adoré ce familiar. J'ai vraiment adoré et kiffé. Entre l'ambiance, l'histoire et la résolution, pour moi, c'était masterclass. C'est bien avec Blandine parce que c'est blanc ou noir, Ah quoi. Et oui, là, oui, vraiment, moi, bah, on Taurus, peut c'est bien. bien. Je suis désolée. Et toi, Claire? Ouais, j'ai aussi beaucoup aimé. C'est très bien écrit. On reconnaît bien Bardugo dans l'écriture. Et encore que, après moi, j'ai lu que Six of Crows de Bardugo, que j'ai beaucoup aimé. Mais là, c'était complètement différent. J'ai vraiment aimé l'ambiance complètement gothique du roman. Je crois que c'est ce qui m'a le plus plu et ça changeait vraiment beaucoup le world building. Ce qu'elle a vraiment construit beaucoup. Elle a fait, je pense, beaucoup de recherches historiques et ça fonctionnait très bien, je trouve. C'est ça qui m'a vraiment plu dans ce bouquin. Lucie? Alors, qu'est-ce que je vais penser de The Familiar? Eh bien, écoutez, j'ai adoré. C'est un des 5 étoiles de mon année 2024. J'ai lu plus d'une centaine de livres cette année qui se termine et je n'ai que 4, on va dire, énormes coups de cœur et The Familiar en fait partie. J'ai aimé énormément de choses. L'écriture toujours aussi exceptionnelle de Bardugo, effectivement. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe en Espagne. C'est quelque chose c'est pas dans mes habitudes, en fait, de lire des livres qui se passent dans cette partie-là du monde. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'y connaissais pas grand-chose, donc ça m'a permis de découvrir des choses et après de me renseigner du coup plus en profondeur. C'est une époque que je connais très bien, mais plutôt par rapport à l'Angleterre et à l'Europe. Et du coup, voilà, enfin, au reste de l'Europe. Et du coup, j'ai vraiment apprécié cet aspect-là. Et ouais, l'ambiance est folle. L'écriture m'a fait vraiment ressentir tout un tas de choses. Et voilà, c'est une de mes lectures favorites de l'année 2024. Gros coup de cœur. À toi, Ariane? Moi aussi, je l'ai adoré, sans surprise, hein, parce qu'on s'en était déjà parlé un petit peu sur le groupe chat, et c'est pas tellement un hasard qu'on ait choisi de faire cette petite bulle dessus. Je crois que contrairement à vous, j'ai encore lu aucun Bardugo, mais ça m'a évidemment donné hyper envie de lire le Grishaverse, qui fait d'ailleurs partie des livres que j'ai commencé en 2025. Moi, j'ai trouvé que c'était réellement un bijou, ce livre, dans le sens où, bon, déjà, c'est un stand-alone. Donc, il y a le côté vraiment, dans le stand-alone, petit bijou dans son écrin, à lui tout seul, quoi.
Je trouve qu'il a vraiment la vibe d'un bijou, même en lui-même, parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas forcément hyper facile d'accès. C'est un livre dans lequel ça prend un petit peu de temps de rentrer, mais aussi parce que c'est une lecture d'ambiance, je trouve. Donc c'est assez différent de tous ces page-turner fantasy, romantasy, que je lis énormément par ailleurs et que j'adore. Tu vois, ces page-turners-là, moi je les lis dans la journée avec mes enfants, je fais une pause, tac, je le reprends, bim. J'ai pas besoin d'être hyper concentrée pour le lire. Là, c'est un livre dans lequel tu as vraiment envie de te plonger et de t'immerger, je trouve, autant pour le style que pour l'univers, que pour pas mal de choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper chouette. Et mention spéciale que non seulement c'est un livre à ambiance, mais aussi dans lequel l'univers a une vraie originalité. Parce que je trouve qu'on est vraiment à la croisée du roman historique dans lequel tu apportes des composantes de magie. Je suis pas certaine à 100% qu'on puisse parler de fantasy dans le genre même, mais dans les faits, oui, quand même. Et ça m'a vachement fait penser. Il se trouve que cette année, j'ai aussi lu Déraciné, Uprooted de Naomi Novik. Et pour moi, c'est un petit peu le même type de construction de livre où tu prends des univers qui sont déjà connus, qui sont hyper riches culturellement, et tu vas amener une histoire dans laquelle il y a de la magie, de l'aventure, du rebondissement, de la romance, etc. Et je trouve que ça donne des choses qui peuvent être hyper, hyper sympas dans le résultat final. Non, je crois que vraiment, j'ai tout aimé. Le rythme était super. Il y a des scènes qui m'ont donné un petit peu chaud parce que beaucoup de choses se passent dans l'implicite. C'est pas, il y a pas techniquement de smut dans The Familiar, mais il y a toute une dimension de convention morale, religieuse, etc., qui fait que je trouve que ça apporte un truc particulièrement excitant et tout se passe dans ce qui est pas dit clairement, quoi. Moi, j'ai adoré le personnage de Saint-André parce qu'aussi, on est très loin de nos héros classiques de fantasy, romantasy. La première fois que tu le découvres, on t'explique que c'est un espèce de machin un peu malingre avec une vague beauté, mais un peu cachée, éclipsée, androgyne, etc. Alors certes, il y a une évolution par rapport à ça dans le livre, mais ça reste quand même de base. On n'est pas dans ces espèces de canons à la Henri Cavill classique, Non, non, quoi. on n'est pas du tout dans les canons classiques de beauté. Ça, on est bien d'accord. Et moi, c'est énormément ce qui m'a plu, pardon. C'est énormément ce qui m'a plu dans ce personnage et dans cette construction et dans ces relations entre les deux. C'est que on n'est pas du tout sur un rapport de oh là là, en plus il est beau quoi. C'est quasiment même Lucia n'est pas décrite comme étant une beauté absolue quoi. Mhm. Et en fait, elle a réussi à transcender ce côté-là de la norme romantasy pour en faire une. En fait, c'est là où moi, du coup, je rejoins le côté vraiment romance à fond de la romantasy. C'est quand, du coup, les personnages, il n'y a pas cette barrière physique entre eux deux. Il y en a un des deux qu'il faut qu'il soit beau, ou les deux, il faut qu'ils soient très beaux, ou alors ils sont beaux mais ils s'en rendent pas compte, etc., etc. Et en fait, ils ont une intimité qui, à la base, est plus intellectuelle que physique. Et et ils tombent. Est-ce que c'est un spoiler? Je sais pas. Mais en tout cas, ils entretiennent une relation entre les deux qui est, qui est une intimité morale, une intimité psychologique finalement. Mhm. Et, et j'ai trouvé ça tellement plus beau et tellement plus doux et tellement plus réaliste aussi. Et en plus, tellement plus ancré justement dans le côté 16e siècle, où on n'avait pas tous ces... où les canons de beauté de toute façon étaient différents. Et, et elle a su tellement se démarquer de ça. Enfin, quand on décrit Lucia là, pour la première fois, c'est un petit machin tout noir et poilu. Enfin, Non, mais c'est ça, hein. C'est Elle ça. se décrit elle-même comme un petit bout de cire sale. voilà. Mais, Hyper mais, grave. mais, mais oui, mais en fait, ces deux-là, ils vont construire une relation qui va vraiment transcender leur physique à chacun. Et moi, j'ai trouvé ça très réaliste et très doux et très beau et très porteur d'espoir. Et j'avoue que, alors, je ne savais pas si The Familiar est arrivé à un moment de 2024 où j'avais besoin de ça, mais en tout cas, enfin, j'en ai un souvenir impérissable. J'ai presque peur de le relire maintenant parce que j'ai peur que ça entache mes souvenirs.
J'allais pas forcément rebondir sur les personnages, mais tu vois, moi, je trouve que c'est une lecture qui dépasse le genre de la fantasy ou de la romantasy. Ouais, Je trouve que c'est une vraie belle œuvre de littérature tout court, en fait. ouais, Ouais, je c'est suis ça, ouais. d'accord. La romance est, la romance, elle est pas tant que ça centrale. Elle est vraiment traitée dans les détours, dans les creux. Mm, Elle existe en filigrane de tout le reste. mm, Toute l'intrigue, elle est super aussi. Moi, j'ai rien à dire dessus, tellement je trouvais que c'était bien dosé entre la façon dont elle progresse, le, les péripéties, les rebondissements, la résolution, tout est vraiment hyper bien rythmé. Ouais, la galerie de personnages secondaires, elle est formidable aussi. mm, Ils sont tous géniaux. Moi, j'ai cru à tous. Enfin, mm, c'est, je crois que dans le groupe chat, à un moment, on a eu un peu cette discussion et c'est Claire qui a dit, mais en fait, c'est un conte. Moi, je crois que je suis d'accord avec ça. Je suis fondamentalement d'accord avec ça. Mm. Euh, et c'est d'ailleurs ça, bon, sans spoiler encore une fois, mais on avait discuté de qu'est-ce que c'était comme genre, notamment par rapport à la fin. Parce la fin, je crois, nous a laissé toutes un peu en travers, tu vois, parce que c'est une résolution qui est, je trouve, assez inattendue, en fait. Il y en aurait eu plein d'autres de possibles avec tout ce qui avait été installé. Et c'est une vraie résolution de compte parce qu'elle tient pas vraiment compte, en réalité, de la vraie vie, des contingences, de machin, de, voilà. Et j'avais trouvé ça très, très juste comme point de vue. Ouais, je suis d'accord. Toute autre fin aurait fait perdre des points au roman, en fait, je trouve. Moi, j'avais une idée de fin alternative qui, à mes yeux, aurait pas fait perdre de points au roman, mais qui l'aurait ancré dans un univers différent. Alors que ça, là, pour moi, on est vraiment sur une fin de conte. Ouais, ouais, c'est vraiment un conte gothique, moi, je suis d'accord. Et je rebondis sur le fait que tu dit que c'était un bijou, pour aussi faire une petite mention spéciale pour la couverture qui est magnifique. Je trouve ça nous change un peu des... Bon, alors, oui, est-ce que c'est vraiment fantasy? On peut toujours en débattre, mais les couvertures de romans fantasy, je n'en peux plus. Des branchages avec de la typo, avec des grandes descendantes ou des grandes ascendantes pointues. Arrêtez, pitié. Prenez exemple sur la couverture de The Familiar, elle est trop belle. Et surtout l'édition, la belle édition là, avec la typo gothique. Oh, Et les grenades. oui, et les grenades, oh là là, Mm. bijoux. Ah, mais tu vois, je trouve que la couverture, ça fait partie de ce qui contribue à ne pas l'ancrer, justement, dans cette grande vibe fantasy Oui, romantique. oui, complètement, ouais. Oui, je suis d'accord. Et à en faire un objet plus littéraire, au sens large, disons. Ouais, ouais. Tu vois? Bon, tout à fait. Ça, je vais le conseiller à ma mère. Je vais le conseiller à ma mère. Ah, je l'ai conseillé Ah, à moi plein aussi, de tiens. gens. Alors moi, je ne sais pas si je le conseillerais à ma mère parce que malgré la qualité de l'écriture, le bonheur que j'ai eu à le lire, etc., ça reste quand même quelque chose où, en termes d'intrigue, moi personnellement, mais après peut-être que ça n'a pas du tout été votre cas, mais j'ai eu quand même quelques difficultés à raccrocher les wagons de où se passait quoi, comment, en fait. Il y a des séquences où il a fallu un peu que je m'accroche et que à chaque fois que je rentrais dans une salle, je me refasse la chronologie en me disant, OK, ils sont partis de où, ils sont arrivés ici, très bien, voilà. Ah ouais, alors que tu vois, pour ma mère qui n'est pas une lectrice de fantasy, eh ben, nickel. Ouais, moi je crois que je Ah l'ai ouais. recommandé à plein de gens qui lisent pas de fantasy en fait. Mais parce qu'il sort complètement Hmm. de ce genre-là. Ouais, bien sûr. Il est, enfin, effectivement, hein, je reviens sur ce que vous disiez, c'est vraiment un conte avec une ambiance gothique. Oui, il y a de la magie, mais il y a de la magie comme, pour moi, elle a, alors, je sais que c'est différent, mais c'est presque de l'alchimie, en fait, dans l'ambiance. Il y a ce côté, Oui. Ouais, complètement. c'est du réalisme magique, quoi. Pour moi, c'est totalement différent de la fantaisie. Parce que de toute façon, euh, les prémices, comme tu disais, Blandine, ne sont pas fantastiques. Mm. Et de fait, pour moi, c'est de la magie réaliste, en fait. Qu'est-ce qui me dit, à part, oui, effectivement, peut-être la science, mais qu'est-ce qui me dit que ça n'est pas vraiment arrivé? Il y a pas, c'est moins tiré par les cheveux que plein d'autres choses qu'on a pu lire ailleurs. Et le fait que ça se passe, en fait, le côté historique l'ancre énormément dans la réalité et je pense que ça peut attirer énormément de lecteurs et de lectrices qui, justement, diraient, ah, mais la fantaisie, j'aime pas trop. Et effectivement, je vais le Hmm. conseiller à ma mère également. On sait jamais, je vous transmettrai son Mais avis.
En fait, ça me fait penser à un truc, mais je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais moi, il y a rien qui me fait plus péter un boulard que les gens qui trouvent qu'en français, on devrait traduire fantasy par fantastique. Parce que comme je suis une espèce de grosse connasse qui a fait Hippocagne-Cagne, Mm. je sais très bien que la fantasy, ça se passe dans le merveilleux et qu'il y a un paradigme Oui, merveilleux, fantastique, qui est on pas est du tout d'accord. la même chose. Et en l'occurrence, là où Lucie, je trouve qu'elle a grave raison, c'est qu'en fait, quand tu parles de réalisme magique, qui est un genre notamment illustré par les Espagnols, etc., enfin, Mhm. Cortázar et tout, j'adore, vraiment, je suis fan, il y a pas de souci. Et ben, le réalisme magique, c'est du fantastique par définition parce que Oui, tu pars d'un univers dans lequel tu as pas de magie oui. et contrairement au merveilleux, tu construis l'élément magique au fur et à mesure. Et c'est vrai que là où tu as probablement raison, c'est qu'en effet, ouais, je pense qu'on est plus dans le fantastique avec The Familiar Mm. que dans le merveilleux. Ah Alors bah que complètement. donc c'est un conte fantastique, peut-être, tu vois, peut-être Ah un conte bah fantastique. Alors que complètement. normalement, le conte, c'est du merveilleux, hein. Ouais, Attention. mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, normalement, le fantastique, c'est de la manifestation de l'esprit, des fantômes et du poltergeist. Je grossis délibérément le trait par rapport à tout ce que tu as dit, mais normalement c'est ça. Et Saint-Anchel, il rentre complètement 200% dans cette définition, tu vois. Et, et en plus, du coup, ça me permet de rebondir sur la manifestation de la magie de Lucia. Dans la fantaisie, on est sur des grosses colonnes de feu qui détruisent tout sur leur passage. Et vas-y, je t'en mets plein les yeux. Lucia, elle est sur des petites débrouilles, La petite magie! de la petite Bah, magie, de la magie domestique. de la magie domestique. Exactement. La petite magie domestique. La Petite petite magie de magie. cuire du pain. Mais oui, Bah, voilà. Là, c'est pas un spoiler. Le premier moment où elle utilise ses pouvoirs, dont elle est consciente, hein. Moi, je trouve que ça, c'est hyper important dans la mise en mm, place de l'histoire. On n'est pas sur un personnage qui découvre. On n'est pas dans tu es un sorcier Harry, quoi. Ouais. mm, C'est c'est pas elle l'élu. le sait, Mais elle en est oui, consciente, elle le sait, elle le cache. Elle sait donc que le fait ça qu'elle pose puisse problème. faire de la magie a une implication négative, etc. On est dans une approche qui est pour moi totalement différente de la fantaisie. Et oui, effectivement, Landy, tu as raison, ce n'est pas l'élu. Non, Il n'y a c'est pas pas ce l'élu. côté Néo dans Matrix, Mais oui, regardez notre personnage qui va évoluer, certes, elle évolue, mais on n'est pas dans un trope hyper banal maintenant, je trouve, de l'élu, de ouais. je découvre mes super pouvoirs et en plus, effectivement, où on passe de 0 à 100 en 6 secondes, quoi. Les premières manifestations de sa magie, moi, je me suis très sincèrement posé la question de est-ce qu'elle a des pouvoirs magiques ou est-ce que elle est superstitieuse? Ah ouais, il y a ça aussi. La superstition, Tu vois? effectivement. Je veux dire, on est au XVIe siècle sous l'Inquisition. Quand elle fait un tour de passe-passe autour du pain, eh ben moi, très honnêtement, selon l'écriture du Bardugo, c'est toujours pareil, c'est la façon dont tu le lis. Et je me suis dit, mais attends, on est sur une meuf qui fait vraiment cuire le pain comme ça? Ou est-ce que c'est une superstition? En plus, elle mêle des éléments de sa magie à des prières et qui sont Oui, il y a pas tout le juives côté religieux, ouais. et qui sont pas juives parce qu'elle essaye de cacher le fait qu'elle est juive. Donc elle est complètement sur des prières qui sont catho. Enfin, moi, ça m'a fait. J'ai eu un espèce de dédoublement. Enfin, je pense que comme Lucia, j'ai eu un dédoublement de personnalité. Je te laisse. Est-ce que j'ai des pouvoirs? Est-ce que c'est superstition? Est-ce que quel est le pouvoir? Tu vois, t'as Voilà. toute une interrogation là-dessus où tu Il y a sais une pas trop dissonance si c'est du. cognitive, ouais. En fait, tu sais pas trop si c'est du lard et du cochon. Ouais, une dissonance cognitive. Exactement. Tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Après, moi, je trouve qu'un des thèmes centraux du roman, c'est tout ce qui est caché, en fait. Mm. C'est, c'est qu'en fait, on est dans, ça fait écho aussi à l'univers, etc. C'est une société où il y a énormément de non-dits, d'implicites, etc., de choses qui sont pas sues. Et c'est un récit où tu découvres plein de choses au fur et à mesure. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des thèmes sur lequel il y a le roman est construit en variation. Y compris d'ailleurs sur les méchants, hein. Les méchants de Familia sont de très bons méchants parce qu'ils sont vraiment très méchants et que tu le sais pas forcément dès le début. Mm, Ce qui est encore pire. Et il y a ce Réaliste. côté c'est ça, et t'as ce côté où ils sont révélés au fur et à mesure, où l'éclairage se rechange et tout se passe à chaque fois hyper doucement. Et comme le dit Lucie, moi j'ai aussi, c'est vraiment ce que tu dis, c'est que ça va pas de 0 à 100 en 6 Mm. secondes. Euh, À la fois, ça se passe à un rythme qui est, je vais dire un truc absurde parce qu'on est quand même sur des choses magiques, mais ça se passe à un rythme qui est réaliste.
donc c'est réaliste sans l'être, hein, mais je trouve que ça contribue à en faire un livre très bien construit. Ouais, parce qu'il est ancré dans Ouais. la réalité. Il y a un rythme qui est le même que celui dans lequel on vit. C'est-à-dire que les journées font la même longueur, les saisons sont les mêmes. Et je trouve que ça aide beaucoup, en fait, à se placer par rapport à l'histoire qui se déroule. Pour moi, il y a un aspect presque vérifiable de tout ce qui se passe. On a envie d'aller chercher quelle est la personne qui aurait existé, qui aurait pu inspirer ces personnages. Et puis, bah, comme Blandine l'a dit plusieurs fois, la façon dont on lit Libar d'Hugo, elle permet différentes interprétations. Et est-ce que, bah, justement, cette histoire, c'est pas une interprétation, alors, romancée, oui, mais effectivement, le côté superstition, le côté domestique, il y a, il y a une interprétation qui est totalement réaliste. Et pour moi, effectivement, on n'est pas du tout dans la fantaisie. On n'est pas, voilà, on est vraiment, voilà, le réalisme magique, pour moi, c'est ça. Et le fait que ça soit placé dans un contexte aussi. Alors, moi, je dis original parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire en termes d'endroits, en termes de déroulement, etc. Mais voilà, je trouve que il y a au moins cette originalité, en tout cas au milieu des centaines de livres qui sortent en ce moment. Ouais, je pense que c'est quand même original dans le sens où moi, typiquement, les romans que j'ai pu lire qui se passaient sous l'Inquisition espagnole, c'était vraiment des trucs qui étaient très noirs, très durs. On était vraiment sur du réalisme historique. Et dans ce livre-là aussi, hein, l'Inquisition, c'est les méchants, il n'y a pas de sujet, mais c'était plus dans ces romans-là tourné sur le fait que l'Inquisition prenait n'importe quel prétexte pour ben, te torturer ou t'exécuter. Là, c'est vraiment ancré en mode l'Inquisition, c'est vraiment pour trouver, enfin, c'est un prétexte. Le côté Inquisition, on va trouver les sorciers et les sorcières, c'est un prétexte pour trouver les Juifs. Et le livre le dit. Et Mm, j'ai trouvé ça très honnête. J'ai trouvé que pour le coup, ça, c'était original et ça faisait du bien de lire quelque part la réalité de ce qu'étaient les choses à ce moment-là, sans pour autant être bah, une tape sur le nez. Enfin, juste, voilà, les prémices du livre, c'est ça, et la réalité de ce qui s'est passé, c'est ça, et autour, on fait une histoire. Mais, mais c'était du coup moins manichéen et c'était moins noir que d'autres romans que j'ai pu lire sur l'Inquisition au XVIe siècle. De toute façon, c'est une histoire très lumineuse, hein. Ouais, j'ai trouvé aussi, alors que à la Moi, base, j'ai ça trouvé ça devrait très pas dark. l'être. Ah non, moi, j'ai trouvé ça très, très dark. Non, je trouve que le décor, le monde, l'univers, je suis d'accord, il est très noir. Ouais. Mais moi, je trouve que dans ce qui leur arrive, c'est vraiment une espèce de brèche de lumière, quoi. Ah ouais. Est-ce que c'est pas prophétisé par le prénom de l'héroïne? Voilà. Je dis Écoute, rien. tu sais de quoi tu parles. Mhm. Ouais, mais il se trouve, quoi. Il se Ah non, non, trouve mais je une suis d'accord. scène. En fait, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment un côté clair-obscur, en fait. Tout Ouais. simplement. Il y a, Ah, c'est la lumière qui trouve un ange, hein, excusez-moi. oui, effectivement. Hmm. Mais Claire a raison. Ça reste le monde dans lequel ils vivent. Il est sombre. Ah oui. Enfin, il y a des persécutions, il y a des choses. Et du coup, je trouve que effectivement, on a, oui, ce rayon de lumière, effectivement, dans un monde qui est, ouais, ça devait pas être fun tous les jours, quoi. Ben non, même aucun Voilà. jour. Mm. Mais en fait, C'est c'est clair. aussi très dark dans le sens où tout est caché et ben bon après je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais donc les religions sont cachées quand c'est pas celles qui arrangent le pouvoir. Lucia cache énormément de choses. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans la construction de son personnage, c'est qu'on découvre tout le temps des trucs sur elle qu'elle cache volontairement. Et du coup, ça rend toute la lecture, toute la découverte de Lucia, mais tout au long du livre en fait super intéressante. Et même d'autres personnages, même Valentina, je trouve, il y a des choses super surprenantes sur elle
qui se produisent, et c'est ce qui fait aussi que oui, la galerie de personnages secondaires est très riche parce qu'ils continuent à évoluer et on découvre tout le temps des nouvelles. Donc oui, c'est très clair-obscur parce qu'en fait, sans des petits moments de clarté, l'obscurité serait pas si profonde en fait. C'est trop beau ce que je C'est viens de beau dire. ce que tu dis. Waouh. Mais tu sais, ça me fait. Mais j'allais dire un truc. Pour moi, c'est comme une église. C'est t'as besoin qu'il fasse très sombre dedans pour voir la beauté des vitraux. Ouais, Oh c'est ça. là là. On fait la partie conclusion, donc avec même si on a dit au Bah public moi, ce qu'on en pensait, mais tu sais, c'est le truc, chacune donne une note ou un verdict ouais. final selon ton système personnalisé. Je parle de toi, Oriane. Bon, je voudrais dire que je ne note pas sur Storygraph, d'accord, mais j'ai utilisé ce truc pour noter The Familiar et pour noter Everflame, et c'est quand même, ça marche très bien. Et tu peux donner une note du coup. Bah, si vous voulez, ouais, si vous voulez, Bon, en tout cas, moi, si je devais donner une note à The Familiar, donc chose que je ne fais jamais, hein, donc je le fais vraiment uniquement pour le podcast. Sachez que j'ai un système extrêmement élaboré qui est basé sur 5 items, ce qui me permet d'arriver assez commodément à 5 étoiles quand le livre est vraiment excellent, dans lequel je note le monde, le plot et les tropes, les personnages, le style et le rythme, et à la fin, il y a un bonus pour toutes sortes de choses. Par exemple, si le smut est formidable. Au hasard. Et sachez que, en suivant ce modèle, The Familiar atteint glorieusement la note de 5 sur 5. Donc même si je ne note pas mes livres, je lui aurais donné une excellente note. Voilà. Mhm. Et vous? Alors moi j'ai regardé, je lui ai Bah, mis de toute façon, 4 étoiles, mais je sais pas pourquoi j'en ai enlevé une, mais parce que je note toujours à chose qui est peut-être un tort, mais j'ai peur d'oublier après. Et ouais, je sais pas pourquoi. Pour moi, il méritait pas 5 étoiles, mais 4 c'est une très bonne note pour moi de toute façon. Lucie, elle nous a déjà répondu au début Moi du je podcast en nous peux disant que c'était une de ses seules lectures qui avait eu 5. effectivement, j'ai vraiment ça a été un de mes coups de cœur de l'année, une des une des 4 lectures 5 étoiles que j'ai que j'ai découverte. Ouais, un livre qui m'a vraiment inspirée et que je conseille à tout le monde en fait. Je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose d'intéressant. Mais voilà, vraiment un de mes top 2024, peut-être le meilleur. On verra. Je ferai un petit compte rendu, je pense, pour notre Instagram de mon année 2024. Bonne idée. Et toi, Blandine? Eh ben, moi, je viens de vérifier et je lui ai donné une note de 4,5 sur 5 et pas de 5. Je pense simplement parce que ça n'est pas Six of Crows. C'était la fin des bulles du chaudron. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Le Fond du Chaudron sur TikTok et sur Insta pour savoir quelle sera notre prochaine lecture commune. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Ah, je l'ai fait au talent, c'est-à-dire que Parfait. Non mais